Sur la première, 7h36, l'Europe donc, l'austérité, la crise sociale, la radicalisation des manifestations en Europe du Sud. On l'entendait tout à l'heure, le reportage d'Angélique Kourounis en Grèce. Tout cela coïncide dans l'ensemble de la zone euro avec une montée des réflexes nationalistes et protectionnistes. Depuis l'éclatement de la crise de la dette, la tentation des extrêmes séduit une frange toujours plus importante d'un électorat déboussolé par le chômage, par la solidarité européenne imposée d'en haut et par les plans de rigueur. La crise qui a mis en lumière un déficit démocratique en Europe où, sous le sceau de l'urgence, les gouvernements ne consultent pas ou plus leurs citoyens. Comment sortir de ce manque de démocratie ? Avec nous ce matin pour répondre à toutes ces questions, un économiste, c'est vous, Paul Dębinski. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université de Fribourg, directeur de l'Observatoire de la Finance. Vous êtes à Genève dans nos studios ce matin, on vous en remercie. Jusqu'à 8h. Est-ce qu'avec ces manifestations, ces mouvements de protestation anti-austérité qui se musclent, qui se radicalisent, et l'euroscepticisme galopant, est-ce que la démocratie n'est pas en péril, clairement, dans la zone euro ? Oui, je pense que la question de la démocratie, elle est quand même posée un peu rapidement, puisque l'ensemble des gouvernements de la zone euro ont été élus démocratiquement. Ce ne sont pas des pays qui pratiquent la démocratie directe, donc on ne va pas consulter les citoyens tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait un déficit démocratique maintenant. Mario Monti a été imposé par le haut en Italie. Il était imposé par l'impuissance totale auto-imposé quand même par le Parlement lui-même qui ne trouvait pas de solution. C'est pas la première fois que notamment en Italie, qu'on recourt à des expédients politiques pour gérer le présent. Bien sûr, il y a eu quelques années de Berlusconi où c'était plus ou moins politiquement ordonné, mais la tradition politique italienne, malheureusement, n'est pas de ce type. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème de déficit démocratique. Par contre, il y a un déficit de diagnostic et il y a un déficit de vision politique qui pourrait rassurer en quelque sorte la population. Ça, c'est certain. Avec quel degré d'urgence évaluez-vous, Paul Dębinski, les risques de dérapage nationaliste, antidémocratique pour le coup et donc protectionniste, dont l'histoire européenne regorge rien qu'au XXe siècle ? Quel est le degré d'urgence là ? Alors, il y a quelques jours, je lisais dans un avion une interview de Sergio Marchionne, le grand président de Fiat, qui, à mots voilés, appelait à un effort à l'Union européenne à revoir ses politiques de libre-échange. Donc d'un côté, il y a la rue, et il se référait à des conversations qu'il avait avec d'autres industriels, etc. Donc d'un côté, il y a la rue qui appelle à une certaine révision de la libre circulation à l'extérieur, dans les rapports externes entre l'Union européenne et l'extérieur. Et de l'autre côté, il y a aussi les grands patrons. Donc oui, je pense pendant pas mal d'années, on a pensé que la globalisation faisait partie du vent de l'histoire et qu'en quelque sorte, elle était irréversible. Là, on se rend compte que oui, peut-être elle est réversible, mais de manière, je dirais, démocratique en quelque sorte, hein. Alors ça va donner quoi ? C'est un protectionnisme démocratique ? Enfin, dessinez-nous un peu les contours de ce qui peut se passer là. Moi, j'ai l'impression que l'on va vers d'abord c'est une période de gueule de bois. Hein. On sort le monde occidental est en train de sortir d'une euphorie qui a duré 25 ou 30 ans, où on a vécu à crédit. À un moment donné, tout le monde s'est rendu compte que cette manière d'alimenter la croissance ne peut plus fonctionner. Dans certains pays, il y a l'illusion que c'est une parenthèse et que au bout de 3 mois, de 6 mois ou de 8 mois, on va reprendre le cours des événements tel qu'on l'a connu avant 2007. J'ai des grands doutes et c'est là que je vois un problème de diagnostic. Oui. Le problème central est pas celui que l'économie est malade, mais je crois que c'est celui que nos sociétés sont malades. Donc le poids de la gestion de nos sociétés qui se traduit en bonne partie par les dépenses publiques, il est insupportable. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ces dépenses ne sont pas justifiées. Donc il y a d'un côté une maladie et de l'autre côté la médecine est un peu trop chère. Et je pense que la sortie de la crise viendra quand on aura posé les éléments de cette équation et on se mettra de manière politiquement articulée avec des instruments d'incitation, notamment à transférer une partie des charges sociales qui sont assumées aujourd'hui par la collectivité, donc par les finances publiques, de les transférer aux acteurs mieux situés pour le faire. On peut partir des organisations non gouvernementales, mais surtout des familles, là où le coût est nettement inférieur, et c'est de cette manière-là qu'on arrivera à reprendre un chemin d'équilibre économique, je ne dis pas de croissance, mais d'équilibre économique. Nous n'oublions pas que l'Europe est une région à démographie
plus que boiteuse. Donc la croissance, en quelque sorte, est-ce qu'elle a une justification ? Justement, j'allais vous le soumettre. Vous nous le rappelez tout à fait qu'effectivement, ces 15 dernières années, tout ça, cette croissance a été alimentée par le crédit, par la spéculation aussi. On voit bien où tout ça nous a mené. Donc, on change un peu de modèle et on devient, et c'est là que je vous soumets le mot, un peu décroissant, Paul Dembinski. Mais je crois que oui, c'est pas impossible, mais je crois qu'il faut pas être focalisé sur ça. Il faut être focalisé sur une question centrale. L'ensemble des études menées depuis des années dans la plupart des pays occidentaux montrent que malgré la croissance du revenu par tête, le niveau de satisfaction de la population de leur qualité de vie stagne. Donc on gagne plus, mais on n'est pas plus content, c'est ça. Ben voilà. Donc à quoi sert de courir plus vite si en quelque sorte on en ressort aucune satisfaction supplémentaire. Donc il faut encore une fois, je crois, renverser la question et se poser la question à quoi sert l'activité économique dans une perspective de vie harmonieuse, vie heureuse, quel que soit le terme que l'on utilise. Et ça, c'est un défaut de diagnostic. D'accord, défaut de diagnostic, ça vaut à la limite pour un Français, un Allemand, un Suisse, mais qu'est-ce que vous dites à un Grec qui n'a plus d'argent, pour le coup, ou quasiment plus, qui n'arrive plus à boucler ses fins de mois, là, sur le niveau de bonheur, bien sûr. Vous lui répondez quoi, là ? Non, je lui réponds la chose suivante, c'est que d'ailleurs les Grecs, les sociétés grecques, les sociétés que je connais mal, l'espagnol que je connais un peu mieux, je viens de rentrer de Pologne il y a 2 ou 3 jours, je connais pas trop mal non plus. Qu'est-ce qui est en train de s'opérer et se mettre en place de manière non programmée en quelque sorte des mécanismes de survie. Qu'est-ce que ça signifie en bonne partie ? Ça signifie que les gens se rapprochent les uns des autres pour partager des frais. Que ça soit des familles multigénérationnelles, que ça soit des coopérations de voisinage ou des choses comme ça, que ça soit des migrations, notamment en Grèce, il y a plusieurs reportages qui le montrent, des gens reviennent vers plus la campagne pour être plus près quelque part de sources de subsistance. Malheureusement, la démocratie n'a jamais gagné contre la réalité. Donc là, il ne faut pas dire que c'est un défaut de démocratie, il n'y a pas les moyens en quelque sorte, alors on peut parler de 2 ou 3%, etc. Mais à long terme, la tendance, elle est cassée, elle est insupportable. Vous voyez, si sur un plan politique ou géopolitique, beaucoup redoutent par exemple un retour des militaires, des généraux au pouvoir en Grèce, la crise, le contexte s'y prête. Est-ce que vous pensez à la même chose ? Je suis pas un connaisseur de la politique grecque, je m'abstiendrai de poser des avis trop tranchés. Je pense que l'éclatement de l'horizon politique, malgré tout la capacité de trouver des compromis sur le dernier programme d'austérité, montre que la démocratie fonctionne encore. Elle n'a pas le soutien de tous, c'est clair. Parce que je crois, une chose dont on n'a pas parlé, qui est très important, c'est que la sortie de crise implique, et ça encore une fois, c'est pas sur les agendas, une réduction de la dette. Donc il faut s'asseoir autour d'une table avec un crayon rouge, pour barrer un certain nombre de dettes qui ont été contractées de part et d'autre, à la fois par les prêteurs et par les emprunteurs, dans cette période d'euphorie, sans pleine connaissance de cause, et maintenant, chacun doit en supporter les conséquences. Paul Dembinski, vous avez probablement vu ce qui est sorti, ou ce qui va sortir ces jours, ce livre de Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit, on l'évoquait hier soir sur notre antenne. Les États-Unis d'Europe, eux disent que l'État-nation n'a plus d'avenir, et que seul le cadre européen des États-Unis d'Europe, appelons-les comme ça, peut permettre de rétablir un peu de souveraineté en Europe. Ils ont raison. Je pense que l'État-nation a fonctionné pendant effectivement 100 ans et encore. Enfin, on peut dire depuis la dernière guerre et encore, regardez ce qui s'est passé avec l'éclatement de l'Empire soviétique. Toutes les frontières ont bougé, les questions nationales se sont reposées. L'Union soviétique, il n'y a qu'à regarder la carte d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui de l'Europe asiatique ou de l'Asie européenne, et puis on verra ce que ça signifie. Oui, l'histoire est faite des frontières qui bougent, des identités qui se développent, et d'autres qui disparaissent. Donc je crois que c'est très bien de replacer nos événements dans une perspective de long terme. La question des États-Unis d'Europe, alors on peut mettre beaucoup de choses là derrière, mais c'est clair que si l'Europe veut rester un partenaire important dans l'évolution mondiale des 20 ou 30 prochaines années, elle ne peut pas parler à 27 voix, elle n'a aucun poids. Avec une voix, c'est
quelque part possible. Donc là, c'est clair qu'il y a une contrainte qui vient de l'extérieur, en tout cas sur des positions fondamentales. On a parlé du commerce, on peut parler de la question monétaire, etc. L'union, quelque part, fait la force. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur? Est-ce qu'on est dans une situation de fédéralisme? Est-ce que c'est les États-nations? La Suisse est bien placée pour montrer que la dimension d'identité, etc., c'est pas nécessairement le seul compas, la seule boussole qui permet de régler la vie politique.